Elle a envoyé, par erreur, une photo en bikini à son patron millionnaire. Il a vu l'image, mais n'a pas répondu un seul mot. Le lendemain, il lui a demandé de monter seul dans son bureau, derrière des portes closes. Si tu aimes les histoires d'amour et de romance, regarde jusqu'à la fin. Abonne-toi à cette chaîne et laisse-nous un commentaire en disant d'où tu nous regardes. Léa Moreau était le genre de femme qui avait appris à vivre dans le silence. Ses pas étaient mesurés. Sa voix basse et son regard, bien que beau, portaient quelque chose qui ressemblait à des fragments de verre, jolis, certes, mais tranchants pour quiconque tentait d'y voir trop profondément. À 39 ans, sortant d'un mariage où amour et violence se mêlaient sous la façade de la bourgeoisie lyonnaise, Léa recommençait à zéro dans une ville qui lui était devenue étrangère, assez grande pour que personne ne remarque ses cicatrices invisibles. Elle avait changé de nom, de cercle social, de quartier, tout sauf les fantômes. Il la suivait en silence, comme une seconde peau qui ne voulait pas se détacher, qui murmurait dans les moments de faiblesse, qui revenait la nuit quand elle fermait les yeux. Lyon était immense et froid dans cette fin d'automne. Les quais de la Saône se couvraient de feuilles mortes. Les façades ocres du vieux Lyon semblaient la juger depuis leur hauteur moyenâgeuse. Et Léa marchait chaque matin vers le métro, avec la sensation d'être transparente. Personne ne la voyait vraiment. C'était exactement ce qu'elle voulait. L'invisibilité était devenue son armure, sa protection contre un monde qui, auparavant, avait pris trop de place dans sa chair. Son ex-mari, Julien, était resté à Annecy. Elle ne prononçait plus son nom, ne répondait plus aux appels des numéros masqués, ne regardait plus en arrière dans la rue. Elle avait coupé les ponts avec violence, presque avec rage, comme on ampute un membre gangrené. Quand elle obtint le poste d'assistante de direction aux éditions Delvaux, installée dans un immeuble haussmannien, rénové du 2e arrondissement, elle ressentit, pour la première fois depuis des années, qu'elle pourrait simplement être professionnelle, invisible, utile, discrète. Le recrutement avait été étrange. L'entretien avait eu lieu avec une directrice des ressources humaines qui ne cessait de la dévisager, comme si elle cherchait quelque chose de précis dans ses traits. Léa s'était sentie exposée, presque nue sous ce regard scrutateur, mais elle avait besoin du travail. Elle avait besoin de recommencer. Alors elle avait souri poliment, avait répondu aux questions avec la voix douce qu'on lui avait toujours apprise à avoir, et 3 jours plus tard, elle recevait un contrat signé. L'homme pour qui elle allait travailler, cependant, n'était pas ordinaire. Adrien Delvaux, millionnaire reclus, magnate de l'édition littéraire française, entouré de mystères et de légendes internes qui circulaient dans les couloirs comme des murmures interdits. On racontait qu'il ne quittait presque jamais son bureau du dernier étage, qu'il ne descendait pas pour les cocktails de lancement, qu'il refusait les interviews, même pour les plus grands magazines culturels. On disait qu'il était impitoyable avec ses auteurs, qu'il pouvait détruire un manuscrit d'un seul mot, ou au contraire, propulser un inconnu au sommet des ventes par simple intuition. Mais surtout, on parlait de son passé, de la tragédie, de sa femme, décédée 10 ans auparavant dans des circonstances jamais vraiment élucidées. Un accident, disait-on, une chute dans l'escalier de leur propriété familiale, près de Beaujolais. Mais les versions divergeaient, et personne n'osait poser de questions. Adrien Delvaux ne souriait pas, ne complimentait pas, ne faisait aucun effort pour paraître humain. Sa présence était comme une ombre épaisse, élégante et dangereuse, une aura qui attirait et repoussait simultanément. Lors de leur première rencontre, Léa l'avait trouvé intimidant. Grand, les cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes, les yeux d'un gris acier qui semblait traverser les gens, comme s'il lisait des pages imprimées sur leur âme. Il portait toujours des costumes sombres, parfaitement coupés, et ses mains étaient fines, presque aristocratiques, avec des doigts longs qui tambourinaient parfois sur le bois de son bureau ancien. Il ne lui avait pas serré la main ce jour-là. Il s'était contenté de la regarder longuement, trop longuement, puis avait simplement dit « Vous commencez lundi. Soyez ponctuel. » Les premières semaines furent étrangement calmes. Léa gérait son agenda, triait ses emails, organisait ses déplacements rares. Elle travaillait dans un bureau adjacent au sien, séparé par une porte en bois massif qui restait presque toujours fermée. Elle entendait parfois sa voix au téléphone, grave et posée, ou le son de ses pas lents sur le parquet. Il ne lui parlait que par nécessité, et toujours avec une distance glaciale. Elle s'en accommodait. C'était mieux ainsi. Elle n'avait pas envie de proximité. Elle n'avait pas envie qu'on la voie. Mais tout bascula un dimanche après-midi. Léa était chez elle, dans son petit appartement du 3e arrondissement,
Un studio avec vue sur les toits et une cuisine minuscule où elle faisait réchauffer des plats préparés. Elle ne cuisinait plus depuis le divorce. Elle ne faisait plus beaucoup de choses, en réalité. Ce dimanche-là, elle était en sous-vêtements, un ensemble de lingerie simple qu'elle venait d'acheter pour se sentir un peu plus elle-même, un peu plus vivante. Elle avait pris une photo devant le miroir, presque par défi, et l'avait envoyée à sa meilleure amie, Chloé, avec qui elle partageait tout. « Je redeviens humaine, regarde », avait-elle écrit en légende. Sauf qu'elle n'avait pas envoyé le message à Chloé, elle l'avait envoyé à Adrien Delvaux, sur l'application de messagerie professionnelle. À 17h un dimanche, Léa avait réalisé son erreur 3 secondes après avoir appuyé sur « Envoyer ». Son cœur s'était arrêté net, ses mains avaient tremblé. Elle avait fixé l'écran, le petit indicateur lu qui était apparu presque immédiatement sous le message. Il avait vu la photo. Elle, en lingerie noire, les cheveux détachés, un demi-sourire hésitant, les yeux un peu perdus. Elle avait voulu supprimer le message, mais il était trop tard. Elle avait pensé à démissionner sur le champ, à partir, à disparaître encore une fois. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle était restée paralysée, le téléphone dans les mains, attendant une réponse qui ne venait pas. Rien, pas de message, pas d'appel, pas de réprimande cinglante, juste le silence. Un silence qui pesait des tonnes, qui s'infiltrait dans ses os, qui la faisait douter de tout. Peut-être ne l'avait-il pas vu finalement, peut-être avait-il simplement effacé sans regarder. Ou peut-être attendait-il le lundi pour la convoquer et la licencier avec la froideur qu'on lui connaissait. Le lundi matin, Léa arriva au bureau avec 30 minutes d'avance. Elle portait un tailleur strict, gris anthracite, les cheveux tirés en chignon serré, aucun maquillage. Elle voulait disparaître. Elle s'était préparée mentalement à toutes les humiliations possibles. Mais quand elle entra dans son bureau, il n'y avait qu'une note manuscrite posée sur son clavier. L'écriture était élégante, à l'encre noire. « Mon bureau. 9 heures précises. » Elle frappa à la porte à 9 heures pile. La voix d'Adrien lui dit d'entrer. Elle poussa la porte, le cœur battant si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. Il était assis derrière son immense bureau en chêne, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur elle. Derrière lui, les grandes fenêtres donnaient sur les toits de Lyon. La lumière d'automne entrait diffuse à travers les rideaux épais. Le bureau était sombre, presque étouffant, avec des bibliothèques qui montaient jusqu'au plafond, remplies de livres anciens aux reliures de cuir. Sur les murs, des tableaux expressionnistes représentant des femmes anonymes, des visages flous, des corps tordus. Elle avait toujours trouvé ces tableaux étranges, presque morbides. « Fermez la porte », dit-il simplement. Elle obéit. Le silence qui suivit fut interminable. Puis il reprit, sans détacher son regard du sien. « Je ne vous licencierai pas, Madame Moreau. » Sa voix était calme, presque douce. Ce serait disproportionné. Léa ne savait pas quoi dire. Elle attendait la suite, figée. Il se leva lentement, contourna le bureau, s'approcha d'elle. Pas trop près, mais assez pour qu'elle sente le parfum boisé de son eau de Cologne, assez pour qu'elle doive lever légèrement les yeux pour croiser les siens. « Vous êtes nerveuse », constata-t-il. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête, incapable de mentir. Il eut alors une expression indéchiffrable, presque amusée, mais si brève qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginée. « Je ne suis pas un homme qui s'offusque facilement », continua-t-il. « Mais je suis curieux. Pourquoi cette photo était-elle destinée à moi ?» Le ton était neutre, mais la question était un piège. Elle le sentait. « Ce n'était pas destiné à vous », répondit-elle rapidement, la gorge serrée. « C'était une erreur. Je voulais l'envoyer à une amie. » Il la regarda longuement, comme s'il évaluait la véracité de ses mots. Puis il hocha lentement la tête. « Je vois. » Il retourna derrière son bureau, s'assit et prit un dossier qu'il ouvrit devant lui. « Dans ce cas, nous oublions cet incident. Vous avez du travail. Je pars pour Bordeaux jeudi. Vous m'accompagnez. Salon du livre. 3 jours. Réservez les billets de train et l'hôtel. 2 chambres séparées, évidemment. » Léa cligna des yeux déstabilisés. C'était tout. Il ne disait rien d'autre. Il ne la punissait pas. Ne la mettait pas mal à l'aise davantage. Elle murmura un « oui, monsieur Delvaux » et quitta le bureau les jambes tremblantes. Mais en refermant la porte, elle entendit sa voix basse, presque un murmure. « Léa !» Elle se retourna. Il ne la regardait pas, les yeux baissés sur ses documents. La prochaine fois, vérifiez le destinataire. Ce fut tout. Mais quelque chose avait changé. Elle le sentit dans les jours qui suivirent. Adrien Delvaux se mit à la convoquer plus souvent. Des réunions qui n'avaient pas vraiment de raison d'être. Des discussions sur des détails éditoriaux qu'il aurait pu régler seul.
Il lui demandait son avis sur des couvertures de livres, sur des résumés, sur des titres. Elle, qui n'était qu'assistante, était soudain consultée comme si son opinion avait de l'importance. Et surtout, il la regardait. Beaucoup. Trop. Pas de manière lubrique, non. C'était pire. C'était un regard analytique, presque clinique, comme s'il cherchait à la déchiffrer, à comprendre quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas. Le jeudi, ils prirent le train pour Bordeaux. Le trajet dura un peu plus de 5 heures. Ils étaient en première classe, dans un compartiment pour deux. Adrien travaillait sur son ordinateur portable, ne lui adressant la parole que pour des questions logistiques. Mais à un moment, alors qu'elle regardait le paysage défiler, il posa une question inattendue. « Vous avez été mariée, Madame Moreau ?» Elle se raidit. Comment savait-il? Elle ne portait plus d'alliance, n'avait jamais mentionné son passé. « Oui, » répondit-elle simplement. « Plus maintenant. » Divorcée? Ce n'était pas une question, encore une fois. Il savait. « Oui, » confirma-t-elle. Il ne dit rien de plus, retournant à son écran. Mais le silence qui suivit était chargé, lourd de non-dits. Léa sentit son cœur battre plus vite. Elle n'aimait pas qu'on fouille dans sa vie. Elle n'aimait pas être vue. À Bordeaux, le salon était épuisant. Des auteurs, des éditeurs, des libraires, des journalistes. Adrien était sollicité de toutes parts, et elle restait toujours à 2 pas derrière lui, gérant les horaires, filtrant les demandes. Il était impressionnant dans ce rôle, charismatique malgré sa froideur, capable de charmer ou de glacer d'un seul mot. Mais le soir, à l'hôtel, il l'invita à dîner. « C'est professionnel », précisa-t-il en voyant son hésitation. « Nous devons discuter du planning de demain. » Le restaurant était élégant, près des quais de la Garonne. Ils s'installèrent à une table discrète, et Adrien commanda pour eux deux sans lui demander son avis. Elle n'osa pas protester. Durant le repas, il parla peu du travail. Il lui posa des questions sur elle, sur sa vie avant Lyon, sur ses lectures. Elle répondait avec prudence, ne livrant que des fragments, mais il avait une manière de reformuler ses silences qui la mettait mal à l'aise. Comme s'il lisait entre les lignes. « Vous avez peur de quelque chose, dit-il soudain, posant son verre de vin. Je le vois dans votre façon de parler. Vous choisissez chaque mot comme si votre vie en dépendait. » Léa se figea. « Je suis prudente, répondit-elle. C'est différent. Non, vous êtes terrifiée. » Il se pencha légèrement en avant et pour la première fois, elle vit quelque chose de doux dans son regard. Presque de la compassion. « Quelqu'un vous a fait du mal. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Les larmes montaient et elle les refoula avec violence. Il ne dit rien de plus, mais il tendit la main par-dessus la table, posa ses doigts sur les siens juste quelques secondes. Un geste étrangement tendre, presque paternel. Puis il retira sa main, et le moment passa. De retour à Lyon, quelque chose d'invisible s'était déplacé entre eux. Adrien devint plus présent. Il lui offrit un livre un matin, un roman ancien de Marguerite Duras avec une dédicace à l'intérieur. L'encre était pâle, mais lisible. À Laura qui comprend les silences. « Ah !» Léa fronça les sourcils. « Il y a une erreur, dit-elle en lui montrant la page. Ce n'est pas mon prénom. » Adrien prit le livre, regarda la dédicace et quelque chose passa dans son regard. Quelque chose de sombre. « Non, dit-il lentement. Pas d'erreur. » Il ne donna pas d'explication. Il se contenta de reprendre le livre et de le ranger dans un tiroir fermé à clé. Ce soir-là, Léa chercha sur Internet. Laura Delvaux, l'épouse décédée d'Adrien. Les articles étaient rares, mais elle trouva une photo. Une femme blonde, mince, avec des yeux clairs et un sourire triste. Elle ne se ressemblait pas physiquement. Pourtant, en lisant la nécrologie, Léa sentit un frisson glacé la parcourir. Laura Delvaux avait été éditrice également. Elle avait fait des études de lettres modernes, à la Sorbonne. Elle avait une écriture ronde, une voix douce, comme elle, et elle était morte un 14 novembre, le jour de l'anniversaire de Léa. C'était trop de coïncidences, beaucoup trop. Les semaines suivantes prirent une tonalité étrange, comme si Léa évoluait dans un rêve dont elle ne contrôlait pas le scénario. Le bureau d'Adrien Delvaux était devenu son univers principal, un espace qui sentait le bois ciré, le papier ancien et cette eau de Cologne masculine qui imprégnait l'air chaque fois qu'il passait près d'elle. Les journées s'allongeaient naturellement, sans qu'elle sache vraiment comment. Elle arrivait à 9 heures, comme toujours, mais repartait rarement avant 20 heures, parfois plus tard encore. Adrien avait cette manière insidieuse de la retenir, une phrase lancée à 18 heures, une tâche soi-disant urgente à 19 heures, un regard qui signifiait clairement qu'elle ne devait pas partir encore. Et elle restait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle restait, mais elle le faisait.
Peut-être parce que l'appartement vide qui l'attendait était pire que cette présence oppressante. Peut-être parce qu'il y avait, dans l'attention qu'Adrien lui portait, quelque chose qui la faisait se sentir vue, vraiment vue, pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas de l'amour, elle le savait. Ce n'était même pas de la tendresse. C'était quelque chose de plus troublant, de plus viscéral. Comme si elle était devenue un objet d'étude fascinant pour lui. Une énigme qu'il s'était donnée pour mission de résoudre. Un mardi matin, en arrivant à son bureau, Léa trouva un petit papier plié sur son clavier. Ce n'était pas l'écriture d'Adrien, qu'elle reconnaissait maintenant parfaitement. C'était une autre écriture, plus anguleuse, presque nerveuse. Elle déplia le papier et lut « Vous êtes en train d'être écrite ». Rien d'autre. Pas de signature, pas d'explication. Juste cette phrase énigmatique qui lui glaça le sang. Elle regarda autour d'elle, comme si l'auteur du message pouvait encore être là, caché dans l'ombre. Mais le bureau était vide. Les fenêtres donnaient sur la cour intérieure silencieuse. Elle plia le papier, le glissa dans son sac et essaya de se concentrer sur son travail. Mais la phrase tournait en boucle dans sa tête. « Vous êtes en train d'être écrite ». Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Était-ce une menace? Un avertissement? Une blague de mauvais goût d'un collègue jaloux? Elle n'avait pas vraiment d'amis dans l'entreprise. Elle gardait ses distances, mangeait seule à la pause déjeuner, refusait poliment les invitations au pot de départ. Elle était l'assistante personnelle du patron, ce qui créait automatiquement une barrière avec les autres employés. 2 jours plus tard, un autre message apparut. Cette fois, il était glissé sous la porte de son bureau, comme si quelqu'un l'avait déposé pendant la nuit. Il termine toujours ses histoires de la même manière. Léa sentit ses mains trembler en lisant. Cette fois, ce n'était plus de la simple inquiétude, c'était de la peur. Quelqu'un savait quelque chose, quelqu'un observait, quelqu'un jouait avec elle. Elle prit son courage à 2 mains et alla frapper à la porte d'Adrien. Il lui dit d'entrer. Il était debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant les toits de Lyon sous la pluie fine qui commençait à tomber. Il ne se retourna pas immédiatement. « Un problème, Léa ?» Il utilisait de plus en plus son prénom, et chaque fois cela créait une intimité inconfortable. « J'ai reçu des messages étranges », dit-elle en tenant les 2 papiers. Il se retourna alors, les sourcils légèrement froncés. Elle lui tendit les papiers. Il les lut lentement, son visage demeurant parfaitement impassible. Puis il les replia et les lui rendit. « Quelqu'un vous fait une blague », dit-il simplement. « Ça ne ressemble pas à une blague », répliqua Léa, surprise par sa propre audace. « C'est menaçant. » Adrien s'approcha d'elle et elle dut résister à l'envie de reculer. Il était grand, imposant, et quand il était aussi proche, elle avait l'impression d'être engloutie par son ombre. « Vous voulez que j'enquête ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, presque de l'amusement. « Que je découvre qui s'amuse à vous effrayer ? Je veux juste que ça s'arrête, » murmura-t-elle. « Alors ignorez-les. » Il leva la main et du bout des doigts, écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur le visage de Léa. Le geste était si inattendu, si intime qu'elle en eut le souffle coupé. Les mots n'ont de pouvoir que si vous leur en donnez. Il laissa ses doigts s'attarder une seconde de trop près de sa tempe, puis retira sa main et retourna à son bureau comme si de rien n'était. « Vous pouvez disposer. » Léa quitta le bureau le cœur battant. Elle ne savait plus quoi penser. Était-il inquiet pour elle, ou trouvait-il tout cela distrayant? Elle ne parvenait pas à le cerner, et cela la rendait folle. Les messages continuèrent, 1 fois par semaine, parfois plus. Toujours courts, toujours énigmatiques. Il cherche à vous remplacer. Vérifiez le manuscrit. Laura n'est jamais vraiment partie. À chaque nouveau message, Léa sentait l'angoisse monter un peu plus. Elle ne dormait plus bien. Elle avait des cauchemars, où des mains l'attrapaient dans l'obscurité, où une voix de femme lui chuchotait des secrets qu'elle ne comprenait pas. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, seule dans son bureau adjacent à celui d'Adrien, elle entendit un bruit étrange venant de l'autre pièce. Un grincement, comme si quelqu'un ouvrait un tiroir ou déplaçait un meuble. Elle se leva hésitante. La porte entre les 2 bureaux était entr'ouverte. Elle s'approcha doucement et regarda à travers l'entrebâillement. Adrien n'était pas là. La pièce était vide, éclairée uniquement par la lampe de bureau qu'il laissait toujours allumée. Mais quelque chose avait bougé. Elle en était certaine. Elle poussa la porte et entra. L'air était lourd, chargé de cette odeur de vieux livres et de tabac froid. Elle regarda autour d'elle, cherchant ce qui avait pu faire ce bruit, et puis elle le vit. Derrière une des grandes bibliothèques, dans le coin le plus sombre du bureau, il y avait un espace. Comme si la bibliothèque
n'était pas complètement collé au mur. Son cœur s'emballa. Elle s'approcha, passa la main derrière les livres et sentit un vide. Elle tira doucement sur la bibliothèque et, à sa grande surprise, celle-ci pivota légèrement sur un gond invisible. C'était une porte secrète. Derrière, il y avait un petit espace, presque un placard, avec une table étroite et des piles de documents. Et au milieu, un manuscrit épais, relié de cuir noir. Léa jeta un coup d'œil vers la porte principale du bureau, s'assura qu'elle était seule, puis prit le manuscrit. Il était lourd, ancien. Sur la couverture, écrit à la main en lettres dorées, Laura. Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit le manuscrit. Les premières pages étaient un journal intime, ou peut-être un roman à la première personne, elle ne savait pas trop. Mais l'écriture était celle d'Adrien, elle en était certaine. Et le contenu la glaça jusqu'aux os. Il racontait l'histoire d'une femme avec des yeux ambrés, des taches de rousseur discrètes sur l'épaule gauche et l'habitude de se mordre la lèvre inférieure quand elle était nerveuse. C'était elle, c'était Léa qu'il décrivait. Mais les dates? Les dates étaient impossibles. Le premier paragraphe était daté du 18 mars, 8 ans auparavant. 8 ans, bien avant qu'elle ne le rencontre, bien avant qu'elle ne vienne à Lyon. Elle tourna les pages, fébrile. Il y avait des descriptions détaillées de scènes qui ne s'étaient jamais produites, mais qui étaient si précises qu'elles semblaient réelles. Des conversations qu'il n'avait jamais eues, des moments intimes qui n'avaient jamais existé. Et puis, vers le milieu du manuscrit, elle tomba sur un passage qui lui coupa le souffle. Laura est revenue aujourd'hui. Elle ne le sait pas encore, mais elle est revenue. Elle porte un autre nom, un autre visage peut-être, mais c'est elle. Je la reconnais dans chaque geste, chaque silence. Elle est revenue pour que je puisse terminer l'histoire. Léa referma le manuscrit brutalement, les mains tremblantes. Elle le remit à sa place, repoussa la bibliothèque dans sa position initiale et quitta le bureau en courant presque. Elle prit son manteau, son sac, et descendit les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, comme si elle devait fuir physiquement quelque chose qui la poursuivait. Dehors, la nuit était froide et humide. Elle marcha vite, sans but précis, essayant de reprendre son souffle, de remettre de l'ordre dans ses pensées. C'était impossible. Tout était impossible. Comment pouvait-il avoir écrit sur elle avant de la connaître? Comment pouvait-il connaître des détails aussi intimes, des habitudes qu'elle avait depuis l'enfance? Et qui était vraiment Laura? Une femme morte depuis 10 ans, ou quelque chose de plus abstrait, une obsession qu'Adrien essayait de recréer encore et encore. Elle rentra chez elle en métro, perdue dans ses pensées. Une fois dans son appartement, elle se servit un verre de vin qu'elle but d'un trait puis un autre. Elle voulait dormir, oublier, effacer cette soirée. Mais elle n'y arrivait pas. Elle prit son téléphone et chercha encore des informations sur Laura Delvaux. Cette fois, elle fouilla plus profondément, cherchant dans des forums, des sites d'archives, des vieux articles de journaux numérisés. Et elle trouva quelque chose. Un article du journal Le Progrès, daté de 15 ans auparavant. Une photo accompagnait l'article, floue mais reconnaissable. C'était une photo de classe, un lycée d'Annecy. Et parmi les élèves, elle se reconnut. Elle a 15 ans, avec ses cheveux longs et son sourire timide. Qu'à côté du groupe, légèrement en retrait, il y avait un homme, le professeur de littérature, un certain Damien Moreau. Elle lut la légende. Monsieur Moreau et sa classe de seconde, lycée Berthollet, Annecy 2010. Damien Moreau. Elle se souvenait vaguement de lui. Un jeune professeur à peine trentenaire à l'époque, qui lisait des poèmes de Baudelaire avec une passion troublante, qui la regardait parfois un peu trop longtemps après les cours. Elle avait 15 ans. Elle ne comprenait pas grand-chose à ses regards. Et puis il était parti, en milieu d'année, muté ou démissionnaire, elle ne savait plus. Mais pourquoi son nom de famille était-il le même que celui qu'elle portait maintenant? Moreau. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce. Coïncidence. Elle continua à fouiller et tomba sur un faire-part de décès. Laura Delvaux née Laura Moreau, sœur de Damien Moreau. Le verre de vin lui échappa des mains et se brisa sur le sol. Léa resta figée, le regard perdu dans le vide. Ce n'était pas une coïncidence. Rien n'était une coïncidence. Damien était le frère de Laura. Laura s'appelait Moreau avant d'épouser Adrien. Et ce même Damien avait été son professeur de littérature quand elle avait 15 ans. Comment était-ce possible? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui la liait à cette histoire? Le lendemain matin, Léa arriva au bureau avec une détermination nouvelle. Elle devait confronter Adrien. Elle devait obtenir des réponses. Mais quand elle entra dans son bureau, il n'était pas seul. Un homme était assis face à lui, la quarantaine, les cheveux châtains légèrement longs,
des lunettes rondes sur le nez, un visage qu'elle reconnut immédiatement. Damien Moreau. Adrien leva les yeux vers elle. « Ah, Léa, entrez. Je vous présente Damien Moreau, notre nouveau directeur littéraire. » Damien se leva et lui tendit la main avec un sourire chaleureux, presque trop chaleureux. « Enchanté, Madame Moreau. Quelle coïncidence, nous partageons le même nom de famille. » Ses yeux pétillaient d'une lueur qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Léa serra sa main, glacée. « Enchanté, murmura-t-elle. Elle sentait le regard d'Adrien peser sur elle, l'observer avec cette attention clinique qui lui était devenue familière. Damien ne lâchait pas sa main. « Vous me rappelez quelqu'un ?» dit-il doucement. « Une ancienne élève peut-être. J'ai enseigné longtemps avant de me tourner vers l'édition. » Léa retira sa main brusquement. « C'est possible, » dit-elle d'une voix blanche. « Le monde est petit. » Adrien se leva et contourna son bureau. « Damien va travailler en étroite collaboration avec nous. Il sera souvent au dernier étage. Je compte sur vous pour faciliter son intégration. » Il posa une main sur l'épaule de Damien, un geste presque fraternel. « Damien est quelqu'un de précieux pour moi. Il connaissait Laura. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Damien la regardait avec une intensité dérangeante. « Oui, dit-il finalement. Laura était ma sœur. Je pense qu'il est temps de remettre certaines choses à leur place. Vous ne croyez pas, monsieur Delvaux ?» Adrien eut un sourire étrange, presque triste. « Chaque chose en son temps, Damien. » Il se tourna vers Léa. « Vous pouvez retourner à votre travail. Nous avons encore des choses à discuter. » Léa sortit du bureau, les jambes tremblantes. Elle s'enferma dans les toilettes du couloir et s'aspergea le visage d'eau froide. Tout était lié, tout avait été planifié. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait été choisie, sélectionnée, peut-être même manipulée depuis le début. Mais pourquoi? Quel était le but de tout cela? Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Damien s'installait dans un bureau au même étage, juste en face du sien. Il lui souriait chaque fois qu'elle passait, lui posait des questions anodines sur son travail, lui offrait du café le matin. Il était gentil, attentionné, presque protecteur. Mais Léa voyait bien qu'il y avait quelque chose d'autre dans son regard, quelque chose d'obsessionnel. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Damien l'intercepta dans le couloir. « Léa, je peux vous parler une minute ?» Elle hésita puis acquiesça. Ils entrèrent dans son bureau. Il ferma la porte derrière eux. « Je sais que vous avez trouvé le manuscrit, » dit-il sans détour. Léa se figea. « Comment ?»« Adrien me raconte tout, » coupa-t-il. « Nous n'avons aucun secret. Il sait que je vous protège. »« Me protéger de quoi ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Damien s'approcha d'elle et elle vit de la tristesse dans ses yeux. De lui, d'Adrien. « Il est dangereux, Léa. Il joue avec vous comme il a joué avec Laura. Et Laura... » Il s'interrompit, détourna le regard. Laura n'est pas morte dans un accident. Le sang de Léa se glaça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'Adrien a une obsession. Il cherche à recréer quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Laura n'était pas heureuse avec lui. Elle voulait partir. Et puis elle est morte. Trop facilement. Trop commodément. Damien prit les mains de Léa dans les siennes. Vous lui ressemblez. Pas physiquement, mais dans l'essence. Il vous a choisi pour ça. Pour finir ce qu'il a commencé. Léa retira ses mains, reculant jusqu'à heurter le mur. « Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. »« Non, » dit Damien avec douceur. « Je suis le seul saint d'esprit dans cette histoire. Et je veux vous aider. Mais vous devez me faire confiance. » Il sortit quelque chose de sa poche. Une vieille photo. Il la lui tendit. C'était elle, à 15 ans, devant le lycée d'Annecy. Mais au dos de la photo, il y avait une écriture. L'écriture de Laura. Elle, c'est elle. Celle qui pourrait me remplacer. Léa laissa tomber la photo. « Non, » murmura-t-elle. « C'est impossible. Laura vous connaissait, Léa, elle vous avait vu. Une fois, lors d'une visite au lycée avec moi, et elle a eu cette intuition. Elle a dit à Adrien que si un jour il devait trouver quelqu'un pour continuer leur histoire, ce devrait être vous. Une jeune fille avec des yeux tristes qui comprenait la littérature mieux que les autres. Elle ne plaisantait pas. Adrien l'a pris au sérieux. Il a gardé cette photo pendant des années. Il vous a cherché. » Léa secoua la tête, refusant d'entendre. Elle se précipita vers la porte, l'ouvrit et se retrouva face à Adrien. Il était là, debout dans le couloir, les bras croisés. Il avait tout entendu. « Vous n'auriez pas dû, Damien, » dit-il calmement, sans quitter Léa des yeux. Ce n'était pas encore le moment. Damien sortit du bureau. « Il n'y aura jamais de bon moment, Adrien. Elle mérite de savoir. » Adrien s'avança vers Léa. « Elle mérite de savoir. »
Elle voulait fuir, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Il tendit la main et caressa lentement sa joue. « Vous avez peur de moi » constata-t-il. « Ce n'était pas une question. Vous ne devriez pas. Tout ce que je fais, c'est pour vous permettre d'exister pleinement. »« Je ne suis pas Laura » réussit-elle à articuler. « Non » acquiesça-t-il. « Vous êtes mieux. Vous êtes la version que j'aurais dû rencontrer dès le début. » Il se pencha et elle sentit son souffle contre son oreille. « Je vais vous montrer qui vous êtes vraiment, Léa, et vous allez me remercier. » Puis il recula, tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, laissant Léa tremblante et Damien silencieux. Ce dernier posa une main sur son épaule. « Partez, » lui murmura-t-il. « Partez avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Léa savait déjà qu'il était trop tard. Bien trop tard. Léa ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise près de la fenêtre de son appartement, enveloppée dans une couverture, regardant les lumières de Lyon scintiller dans l'obscurité. Les mots de Damien tournaient en boucle dans sa tête, mélangés au regard d'Adrien, à la photo d'elle à 15 ans, au manuscrit qui prédisait son existence des années avant qu'elle ne franchisse le seuil des éditions Delvaux. Tout cela formait un écheveau impossible à démêler, un labyrinthe dont elle ne trouvait pas la sortie. Elle aurait dû partir, démissionner, quitter Lyon, recommencer ailleurs, encore une fois. C'était ce qu'elle avait toujours fait face au danger. Fuir, se réinventer, disparaître. Mais quelque chose la retenait cette fois, quelque chose de plus fort que la peur, de plus viscéral que l'instinct de survie. C'était une curiosité malsaine, un besoin de comprendre qui elle était vraiment dans cette histoire. Était-elle une victime, une remplaçante, ou quelque chose de plus complexe, de plus troublant encore? À l'aube, elle prit sa décision. Elle irait travailler. Elle affronterait Adrien. Elle exigerait la vérité, toute la vérité. Elle méritait au moins ça. Quand elle arriva aux éditions Delvaux à 9 heures précises, l'atmosphère était étrangement calme. Trop calme. Le hall d'entrée était désert. Les bureaux du 3e étage silencieux. En montant vers le dernier étage, elle croisa une assistante éditoriale qui lui lança un regard étrange, presque compatissant, avant de détourner les yeux. Léa sentit son estomac se nouer. Quelque chose n'allait pas. Sur son bureau, une enveloppe scellée à la cire rouge l'attendait. Une cire ancienne, comme celle qu'on utilisait pour les lettres au 19e siècle. Elle brisa le sceau et sortit une carte en papier épais, ivoire. L'écriture était celle d'Adrien, élégante et précise. « Mon bureau. 10 heures. Nous avons un projet important à discuter. Venez seul. » Seul. Pourquoi précisait-il seul? Léa regarda l'horloge murale. 9h15. Elle avait 45 minutes pour se préparer mentalement à cette confrontation. Elle posa son manteau, alluma son ordinateur, mais n'arriva pas à se concentrer sur quoi que ce soit. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les posa à plat sur le bureau, essayant de retrouver un semblant de contrôle. À 10 heures pile, elle frappa à la porte d'Adrien. Sa voix profonde l'invita à entrer. Quand elle poussa la porte, elle découvrit le bureau transformé. Les lourds rideaux étaient tirés, plongeant la pièce dans une pénombre dorée. Des bougies étaient allumées sur plusieurs surfaces, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au centre de la pièce, sur une table basse qu'elle n'avait jamais vue auparavant, était posé un objet recouvert d'un tissu de velours noir. Adrien était debout près de la fenêtre, de dos, les mains dans les poches. Il portait un costume noir impeccable, et ses cheveux étaient légèrement plus en désordre que d'habitude, comme s'il avait passé la nuit à les passer dans ses doigts. « Fermez la porte », dit-il sans se retourner. Elle obéit, son cœur battant de plus en plus fort. Il se retourna enfin, et elle fut frappée par l'intensité de son regard. Il y avait quelque chose de différent ce matin, quelque chose de plus nu, de plus exposé, comme si un masque était tombé. « Vous avez peur de moi », dit-il en s'avançant lentement vers elle. Ce n'était pas une question, c'était un constat. C'est bien. La peur est honnête, la peur est pure. « Je ne suis pas venu pour jouer à vos jeux », répliqua Léa, essayant de garder sa voix ferme. « Je veux des réponses, des vraies réponses. » Un sourire étrange passa sur les lèvres d'Adrien. Pas un sourire chaleureux, mais quelque chose de plus mélancolique, presque triste. Des réponses. Tout le monde veut des réponses, mais personne n'est vraiment prêt à les entendre. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle sente le parfum boisé de son eau de Cologne mélangé à quelque chose de plus amer. Peut-être du whisky. « Vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici? Pourquoi je vous ai choisi? Pourquoi tout cela ?»« Oui, » souffla-t-elle. Il tendit la main vers la table basse et retira le tissu de velours d'un geste lent, théâtral. Dessous se trouvait un livre ancien, relié de cuir bordeaux, avec des pages jaunies par le temps.
Ceci est le journal intime de Laura, mon épouse, celui qu'elle écrivait dans les derniers mois de sa vie. Il prit le livre avec une délicatesse presque religieuse. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle le pressentait. Et elle a écrit tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle espérait, tout ce qu'elle craignait. Léa sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi me montrez-vous ça ? Parce que je veux publier ce journal. En faire un livre, un témoignage. » Il ouvrit le journal à une page marquée par un ruban rouge. « Et je veux que ce soit vous qui lisiez ces mots. Vous qui leur donniez vie. Nous allons créer un livre audio. Votre voix racontant son histoire. » Il leva les yeux vers elle. « C'est parfait. Vous ne trouvez pas ? La boucle se referme. » Léa recula d'un pas. « Vous êtes fou. Je ne vais pas faire ça. Vous allez le faire, dit-il calmement, sans la moindre hésitation, parce que vous avez besoin de savoir, parce que chaque mot que vous lirez vous rapprochera de la vérité, de votre vérité. » Il referma le livre et le lui tendit. « Lisez-le d'abord, seul. Prenez votre temps, et ensuite vous déciderez. » Léa fixa le livre comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Mais malgré elle, malgré toute la raison qui lui criait de refuser, elle tendit la main et le prit. Le cuir était doux sous ses doigts, tiède, presque vivant. « Je ne vous promets rien, murmura-t-elle. « Je ne demande rien, répondit Adrien, juste que vous lisiez. Le reste viendra naturellement. » Elle quitta le bureau, le journal serré contre sa poitrine comme un trésor maudit. De retour à son bureau, elle s'assit et contempla longuement la couverture avant de l'ouvrir. La première page portait une inscription manuscrite, datée du 5 janvier 10 ans auparavant. « Si quelqu'un lit ces mots un jour, sachez que je les ai écrits en pleine lucidité. Je ne suis pas folle, je ne suis pas malade. Je suis juste une femme qui comprend enfin ce qu'elle a toujours été, un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. » Léa tourna la page et commença à lire. Les mots de Laura étaient poétiques, douloureux, d'une honnêteté brutale. Elle parlait de son mariage avec Adrien, de la fascination initiale qui s'était transformée en cage dorée. Elle décrivait comment il l'observait constamment, comment il prenait des notes sur ses habitudes, ses expressions, ses peurs, comment il la façonnait subtilement jour après jour pour qu'elle devienne la femme qu'il avait imaginée dans sa tête. « Il ne m'aime pas pour ce que je suis », écrivait Laura. « Il m'aime pour ce qu'il veut que je sois. Et j'ai passé tant d'années à essayer de correspondre à cette image que je ne sais plus qui je suis vraiment. Parfois, je me regarde dans le miroir et je vois une étrangère, quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui n'existe que dans les pages d'un roman qu'il écrit en secret. » Plus Léa lisait, plus elle se reconnaissait dans les mots de Laura. Les mêmes doutes, les mêmes peurs, la même sensation d'être observée, analysée, décortiquée. C'était comme lire son propre journal intime, écrit par quelqu'un d'autre 10 ans avant qu'elle ne vive ses expériences. Une entrée datée du 15 mars la glaça particulièrement. « Aujourd'hui, Damien m'a montré une photo, une jeune fille de son lycée. Il dit qu'elle lui fait penser à moi, jeune, qu'elle a quelque chose dans le regard, quelque chose de brisé et de beau à la fois. J'ai regardé cette photo longtemps. Et j'ai eu une pensée terrible, égoïste, monstrueuse. Si je devais disparaître, si je devais ne plus exister, peut-être que cette fille pourrait prendre ma place. Peut-être qu'elle pourrait finir l'histoire que je n'arrive pas à terminer. Je sais que c'est fou. Je sais que ça fait de moi quelqu'un d'horrible. Mais je suis si fatigué, si terriblement fatigué d'être le brouillon de quelqu'un d'autre. » Léa ferma le journal brusquement, la nausée montant. C'était elle. Cette jeune fille sur la photo, c'était elle. Laura avait vraiment pensé à elle, avait souhaité d'une certaine manière qu'elle prenne sa place. Mais pourquoi? Comment une femme pouvait-elle désirer sa propre substitution? Elle entendit frapper à sa porte. Damien entra sans attendre sa réponse. Il vit le journal sur son bureau et son visage se ferma. « Il vous l'a donné !» Ce n'était pas une question. « Il joue son dernier acte. »« Votre sœur me connaissait, » dit Léa, la voix tremblante. « Elle a écrit sur moi. Elle voulait que quelqu'un continue à sa place, » termina Damien. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes. Laura était épuisée, Léa. Adrien l'avait vidée de toute substance. Il la transformait en personnage de fiction, et elle ne savait plus comment exister en dehors de ce rôle. Alors elle a eu cette idée folle. Trouver quelqu'un qui pourrait être elle, en mieux. Quelqu'un qui pourrait résister là où elle avait échoué. Et elle m'a choisi. Une gamine de 15 ans qu'elle a vue une seule fois. Léa secoua la tête. C'est dément. Laura était en train de devenir folle, dit Damien doucement. Ou peut-être qu'elle était la seule lucide dans toute cette histoire. Je ne sais plus. Il se pencha en avant. Écoutez-moi bien, Léa.
Vous ne devez pas enregistrer ce livre audio. C'est le piège final. Une fois que vous aurez lu ces mots à voix haute, une fois que vous aurez incarné Laura complètement, il n'y aura plus de retour possible. Feus Rezel, définitivement. Je peux refuser, dit Léa. Je peux juste partir. Non, répondit Damien avec tristesse. Vous ne partirez pas, parce que vous avez besoin de savoir comment l'histoire se termine. C'est votre malédiction, Léa. Vous êtes comme Laura. Vous ne pouvez pas laisser une histoire inachevée. Il se leva, se dirigea vers la porte, puis se retourna. Je serai là si vous avez besoin de moi. Mais je ne pourrai pas vous sauver si vous décidez de vous perdre vous-même. Il sortit, la laissant seule avec le journal et ses démons. Les jours suivants furent un brouillard étrange. Léa lisait le journal par fragments, incapable de le dévorer d'une traite. Chaque entrée était une descente plus profonde, dans la psyché fracturée de Laura, et par extension dans ses propres fêlures. Elle voyait maintenant les parallèles partout. Les mêmes livres qu'Adrien lui offrait étaient ceux qu'il avait offerts à Laura. Les mêmes restaurants où il l'emmenait. Les mêmes phrases qu'il prononçait mot pour mot, comme un script répété. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Adrien entra dans son bureau sans frapper. Il portait juste une chemise blanche, dont les 2 premiers boutons étaient défaits, les manches roulées sur ses avant-bras. Il avait l'air différent, moins contrôlé, presque vulnérable. « Vous avez lu », dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, et je ne sais plus qui je suis », répondit-elle honnêtement. « Je ne sais plus si mes pensées sont les miennes ou celles que vous avez plantées en moi. Je ne sais plus si je suis Léa ou si je suis en train de devenir Laura. » Il s'approcha d'elle, s'accroupit devant sa chaise pour être à sa hauteur. « Vous n'êtes pas Laura », dit-il en prenant son visage entre ses mains. Le geste était d'une douceur inattendue. « Vous êtes infiniment plus intéressante. » Laura était fragile. Vous avez de l'acier dans les veines. Vous avez survécu à des choses qui l'auraient détruite. « Vous ne me connaissez pas, » murmura Léa, mais elle ne recula pas. « Je vous connais mieux que quiconque, » répondit-il. Ses pouces caressaient doucement ses pommettes. « Je vous connais depuis que j'ai vu cette photo il y a 10 ans. J'ai observé votre parcours, vos études, votre mariage, votre divorce. J'ai attendu le moment où vous seriez prête. » « Prête pour quoi ?» Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser à ses tempes. Pour finir l'histoire. Il se pencha et ses lèvres effleurèrent les siennes, un baiser fantôme, une promesse. Pour écrire la fin que Laura n'a jamais pu écrire. Léa aurait dû le repousser, aurait dû crier, fuir, appeler à l'aide. Mais au lieu de cela, elle ferma les yeux et laissa ce baiser devenir réel. Les lèvres d'Adrien étaient chaudes, exigeantes, et le baiser avait un goût de danger et de quelque chose de plus sombre encore. Il l'attira contre lui, la souleva de sa chaise, et elle se laissa faire. Ses bras s'enroulant autour de son cou, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il l'adossa contre le bureau, ses mains parcourant ses hanches, sa taille remontant lentement. « Dis-moi d'arrêter », murmura-t-il contre ses lèvres. « Dis-le et j'arrête tout !» Mais elle ne dit rien. Elle l'embrassa avec plus de force, avec une faim qu'elle ne se connaissait pas, avec toute la rage et la confusion qui l'habitaient. C'était de la folie, elle le savait. Mais c'était aussi la première fois depuis des années qu'elle se sentait vivante, vraiment vivante, au-delà de la survie. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Adrien posa son front contre le sien. « Je ne veux pas te remplacer, Laura, dit-il, et c'était la première fois qu'il la tutoyait. Je veux que tu sois toi, juste toi, mais pour ça tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois lire son journal en entier, tu dois enregistrer l'audiolivre, tu dois affronter cette histoire. Et si je me perds, demanda-t-elle dans un souffle, je te retrouverai. » Il l'embrassa encore doucement cette fois. « Je te le promets. » Cette nuit-là, Léa rentra chez elle dans un état second. Elle prit une douche brûlante, essayant de laver la confusion, le désir, la peur. Mais rien n'y faisait. Elle était marquée maintenant, irrémédiablement liée à cette histoire qui la dépassait. Elle termina le journal dans la nuit. Les dernières entrées étaient chaotiques, presque illisibles. Laura parlait de rêves étranges, de visions, de voix. Elle disait qu'elle voyait une femme dans les miroirs. Une femme qui lui ressemblait mais qui n'était pas elle. « Elle vient », écrivait Laura. « La femme qui prendra ma place. Je la sens approcher. Parfois je crois que je l'ai toujours connue. Parfois je crois que je suis elle, et qu'elle est moi. Et que nous sommes toutes les deux coincées dans la même histoire qui se répète à l'infini. » La dernière entrée, datée de la veille de sa mort, ne contenait qu'une phrase. « Je choisis de tomber. » Léa referma le journal, les larmes coulant sur ses joues. Laura ne s'était pas suicidée. Pas vraiment.
Mais elle avait choisi d'abandonner, de laisser l'histoire la consumer complètement. Et maintenant, c'était au tour de Léa de choisir. Continuer ou abandonner. Devenir ou disparaître. Le lendemain, elle annonça à Adrien qu'elle était prête à enregistrer l'audiolivre. Il ne montra aucune surprise, aucune joie excessive, juste un hochement de tête et une lueur étrange dans le regard. « Nous commençons lundi, dit-il, dans le studio d'enregistrement du sous-sol, juste toi et moi. » Damien, quand il apprit la nouvelle, devint livide. « Tu fais une erreur, » dit-il en l'attrapant par le bras dans le couloir. « Une terrible erreur. »« C'est mon choix, » répondit Léa en se dégageant. « Ce n'est pas un choix si tu ne connais pas toutes les options, » répliqua-t-il. « Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Des choses sur la mort de Laura, des choses sur Adrien. Alors dis-les-moi. » Damien hésita, regarda autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. « Pas ici. Ce soir, chez moi. Je te montrerai tout. » Léa accepta. Elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de toutes les pièces du puzzle avant de faire le saut final. Ce soir-là, elle se rendit chez Damien. Il habitait un appartement lumineux dans le 6e arrondissement, rempli de livres et de photos de famille. Sur les murs, des portraits de Laura à différents âges. Enfant, adolescente, jeune femme. Léa fut frappée par la ressemblance, non pas physique mais dans l'expression. La même tristesse voilée, le même sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Damien lui servit un verre de vin et sortit une boîte en carton. Ceci appartenait à Laura. Des lettres, des documents, des choses qu'Adrien ne sait pas que je possède. Il ouvrit la boîte et en sortit une enveloppe. Lis ça. C'était une lettre écrite par Laura, adressée à Damien mais jamais envoyée, datée d'1 semaine avant sa mort. Mon cher frère, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. Adrien et moi avons un accord, un pacte. Je disparais, et en échange, il laisse vivre mon œuvre. Il publie mes manuscrits. Il fait de moi l'auteur que je n'ai jamais pu être de mon vivant. C'est ce que je veux. Je veux cesser d'exister comme personne et devenir uniquement des mots sur du papier. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour échapper à cette prison. Ne le juge pas trop durement. Il m'a donné exactement ce que je demandais, même si c'était ma propre destruction. Léa lut et relut la lettre incrédule. Elle lui a demandé de la laisser mourir. Ou pire, dit Damien sombrement. Elle lui a demandé de l'aider. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, dans l'escalier, mais je sais qu'Adrien était là, et je sais qu'il n'a rien fait pour l'empêcher. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Parce que je n'avais aucune preuve, et parce qu'une partie de moi savait que Laura avait fait son choix. Un choix horrible, mais un choix quand même. Il prit les mains de Léa dans les siennes. Mais toi, tu as encore le temps. Tu peux encore choisir différemment. Léa retira ses mains, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, Lyon brillait dans la nuit, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans ces rues. « Et si je veux finir l'histoire » demanda-t-elle sans se retourner. « Et si je veux savoir jusqu'où je peux aller avant de me perdre complètement ?»« Alors tu es déjà perdu, » murmura Damien. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-elle perdue depuis le début, depuis cette photo prise quand elle avait 15 ans, depuis ce regard qu'elle avait échangé avec Laura sans le savoir, depuis toutes les coïncidences qui n'en étaient pas. Le lundi matin, Léa descendit au studio d'enregistrement du sous-sol. C'était une pièce insonorisée. Au mur capitonné de mousse acoustique noire, avec un micro suspendu au centre et des lampes tamisées qui créaient une atmosphère de confessionnal moderne. Adrien était déjà là, installant l'équipement. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant un instant, elle vit quelque chose de nu dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle honnêtement. « Mais je vais le faire quand même. » Il sourit, un vrai sourire cette fois, presque douloureux dans sa sincérité. « C'est tout ce que je demande. » Elle s'installa devant le micro, ajusta le casque sur ses oreilles, ouvrit le journal à la première page. Adrien lança l'enregistrement et elle commença à lire. « Si quelqu'un lit ces mots un jour, sachez que je les ai écrits en pleine lucidité. » Sa voix résonnait étrangement dans le casque, comme si une autre personne parlait à travers elle. Les mots de Laura coulaient de sa bouche, et avec chaque phrase, elle sentait quelque chose se déplacer en elle, quelque chose de dangereux et d'irréversible. Elle lisait l'histoire d'une femme qui se perdait, et en la lisant, elle se perdait elle-même. Adrien l'observait depuis la régie, et dans ses yeux, elle voyait tout ce qu'elle avait besoin de voir. Il ne la voyait pas comme Laura. Il la voyait comme Léa devenant Laura devenant elle-même,
une alchimie impossible, une transformation qui transcendait la simple substitution. Quand elle arriva à la dernière page, celle qui ne contenait qu'une phrase, elle s'arrêta. « Je choisis de tomber ». Elle répéta les mots, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens, jusqu'à ce qu'ils deviennent une incantation, une prière, une malédiction. Puis elle leva les yeux vers Adrien et dit, de sa propre voix cette fois, « Et maintenant, comment est-ce que l'histoire se termine ?» Il sortit de la régie, s'approcha d'elle et tendit une main. « C'est à toi de l'écrire. » Les semaines qui suivirent l'enregistrement de l'audiolivre furent les plus étranges de la vie de Léa. Elle continuait à venir au bureau chaque jour, à accomplir ses tâches, à répondre aux emails, mais c'était comme si elle évoluait dans un rêve éveillé. Sa voix racontant les mots de Laura tournait en boucle dans sa tête, même la nuit, même dans le silence de son appartement. Elle entendait les phrases, les confessions, les cris silencieux d'une femme qui avait choisi de disparaître plutôt que de continuer à exister dans une histoire qu'elle ne contrôlait plus. Adrien était devenu différent avec elle, plus tactile, plus présent. Il trouvait des prétextes pour la toucher, un effleurement de la main en lui tendant un dossier, une main posée dans le creux de ses reins, quand ils marchaient ensemble dans les couloirs, un baiser volé dans l'ascenseur quand personne ne regardait. Mais ce n'était jamais vulgaire, jamais précipité. C'était comme s'il la sculptait, lentement, patiemment, avec la précision d'un artiste travaillant sur une œuvre qui lui tenait à cœur depuis des années. Et Léa se laissait faire, non pas par faiblesse, mais par une curiosité morbide de voir jusqu'où elle pouvait aller avant de se briser complètement. Elle voulait savoir si elle était plus forte que Laura, si elle pouvait traverser cette histoire sans y perdre son âme. Ou peut-être voulait-elle simplement se perdre, effacer Léa Moreau et ses cicatrices et renaître en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aurait pas peur, qui ne fuirait plus. Damian la regardait de loin avec une inquiétude grandissante. Il essayait encore de lui parler, de la raisonner, mais elle l'évitait. Elle ne voulait pas entendre ses avertissements, ces vérités qui lui rappelaient qu'elle était en train de commettre une erreur monumentale. Elle préférait l'illusion même dangereuse à la réalité brutale. Un matin de décembre, alors que les premières neiges tombaient sur Lyon et que la ville se parait de blanc, Adrien convoqua Léa dans son bureau. Quand elle entra, elle trouva sur sa table le manuscrit qu'elle avait découvert des semaines auparavant, celui qui racontait son histoire avant même qu'elle ne la vive. Adrien était debout près de la fenêtre, regardant les flocons tomber, les mains croisées derrière le dos. « L'audiolivre est terminé », dit-il sans se retourner. « Le montage est fait. Il sortira au printemps. Les critiques en auront un avant-première la semaine prochaine. » Il marqua une pause. « Ta voix est magnifique, Léa. Exactement comme je l'avais imaginé. Non, mieux encore. Pourquoi m'as-tu fait venir ?» demanda-t-elle, fixant le manuscrit sur la table. Il se retourna enfin, parce qu'il est temps de finir notre histoire. La vraie histoire, celle qui te concerne. Il s'approcha de la table, prit le manuscrit et l'ouvrit aux dernières pages. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?»« Que chaque histoire a besoin d'une fin. » Léa hocha la tête, la gorge serrée. « Ce manuscrit raconte notre histoire. La tienne et la mienne, mais il est incomplet. » Il tourna les pages jusqu'à arriver au dernier chapitre. Les feuilles étaient blanches, vierges, immaculées. Le dernier chapitre n'a jamais été écrit, parce que je ne pouvais pas le prévoir. Je ne pouvais pas savoir comment tu réagirais, ce que tu choisirais, qui tu deviendrais. Il prit un stylo plume ancien sur son bureau, un magnifique objet en lac noir avec des incrustations dorées. « C'est à toi de l'écrire maintenant. » Léa fixa le stylo comme s'il s'agissait d'une arme. « Tu veux que j'écrive notre fin ?»« Je veux que tu écrives ta fin, » corrigea-t-il. « Que tu décides comment cette histoire se termine. Est-ce que tu choisis de partir, de fuir comme tu l'as toujours fait? Est-ce que tu choisis de rester et de voir où cette histoire nous mène? Ou est-ce que tu choisis quelque chose de complètement différent, quelque chose que ni moi ni Laura n'avons prévu? » Il lui tendit le stylo. « Le pouvoir est entre tes mains, Léa. Pour la première fois de ta vie, tu contrôles la narration. » Elle prit le stylo, ses doigts tremblants. Le métal était froid, lourd, chargé d'une signification qu'elle ne comprenait pas encore complètement. « Et si j'écris que je pars, que je te quitte et que je disparais pour toujours? Alors c'est ce qui arrivera, répondit-il simplement. Je respecterai ton choix, comme j'ai respecté celui de Laura. Laura n'a pas vraiment eu le choix, répliqua Léa, une colère sourde montant en elle. Tu l'as poussée jusqu'au bord du gouffre. Tu l'as transformée en quelque chose qu'elle n'était pas.
Et quand elle n'a plus supporté, tu l'as laissé tomber. Pour la première fois, elle vit quelque chose se fissurer dans l'expression d'Adrien. Une douleur brute, une blessure ancienne qui saignait encore. « Je l'ai aimée, dit-il, et sa voix tremblait légèrement. À ma manière, aussi tordue soit-elle, je l'ai aimée. Mais elle ne voulait pas de cet amour. Elle voulait être libre, même si cette liberté signifiait cesser d'exister. » Il s'assit lourdement dans son fauteuil, soudain paraissant plus âgé, plus fatigué. « Je ne l'ai pas tuée, Léa. Je ne l'ai pas poussée dans cet escalier. Mais je l'ai regardée tomber, et je n'ai rien fait pour la rattraper. » Le silence qui suivit fut écrasant. Léa sentait les larmes monter, mais elle les retint. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Pourquoi avoir choisi de recommencer avec moi ?»« Parce que tu es différente, » répondit-il en levant les yeux vers elle. Laura était fragile. Elle se brisait sous la pression. « Mais toi, tu as survécu à la violence, à la douleur, à l'abandon. Tu as de la force en toi, une force que tu ne vois même pas. » Il se leva et contourna le bureau pour se placer face à elle. « Je ne veux pas te briser, Léa. Je veux te voir t'épanouir. Je veux te donner le pouvoir que Laura n'a jamais accepté de prendre. En faisant de moi un personnage de ton histoire, dit-elle amèrement. Non, en te laissant écrire ta propre histoire. » Il prit son visage entre ses mains, forçant leurs regards à se croiser. C'est la différence. Laura pensait qu'elle devait jouer un rôle. Toi, tu peux créer ton propre rôle. Tu peux décider qui tu veux être. Léa se dégagea de son étreinte, recula de plusieurs pas. Son esprit était en chaos. Elle ne savait plus quoi croire, quoi penser. Était-ce de la manipulation ou une véritable déclaration? Était-il sincère ou continuait-il à jouer un jeu dont elle ne comprenait pas les règles? « Je ne peux pas écrire maintenant, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » répondit Adrien. « Mais sache que le manuscrit restera sur cette table. Quand tu seras prête, tu reviendras. Et tu écriras ?» Elle quitta le bureau, le stylo toujours serré dans sa main. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait gardé, mais elle le glissa dans son sac comme un talisman ou peut-être comme une promesse. Ce soir-là, elle retourna chez Damien. Elle avait besoin d'un point de vue extérieur, d'une voix qui ne soit pas celle d'Adrien ou celle de Laura dans sa tête. Damien ouvrit la porte, l'air surpris mais soulagé de la voir. « Tu as enfin ouvert les yeux ?» demanda-t-il avec un espoir prudent. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. Elle lui raconta tout. Le manuscrit inachevé, le stylo, la proposition d'Adrien de lui laisser écrire la fin. Damien l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus sombre. « C'est son piège ultime, dit-il quand elle eut terminé. Il te fait croire que tu as le contrôle, que tu décides. Mais en réalité, il continue à tout orchestrer. Quoi que tu écrives, ça fera partie de son histoire. Tu ne peux pas gagner contre lui, Léa. »« Alors qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-elle, désespérée. Damian prit ses mains dans les siennes. « Tu brûles le manuscrit. Tu quittes Lyon. Tu... » Recommence ailleurs, vraiment ailleurs, où ni lui ni moi ne pourront te retrouver. Tu écris ta propre vie, pas une fin à son histoire. Et si je veux rester? La question avait échappé à Léa avant qu'elle ne puisse la retenir. Damien la regarda avec une tristesse infinie. « Alors tu es déjà perdue. Comme Laura. » Léa rentra chez elle ce soir-là sans réponse. Elle passa les jours suivants dans un état de suspension étrange, allant au bureau mais évitant Adrien autant que possible. Elle faisait son travail mécaniquement, parlait peu, mangeait encore moins. Elle savait que tout le monde au bureau remarquait son état, mais personne n'osait poser de questions. L'assistante personnelle d'Adrien Delvaux était intouchable, entourée d'un halo de mystère et de danger qui repoussait les curieux. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, elle entendit un bruit dans le bureau d'Adrien. Elle s'approcha doucement et vit de la lumière sous la porte. Elle hésita puis frappa légèrement. « Entrez !» dit la voix d'Adrien. Elle poussa la porte et le trouva assis par terre, adossé contre la bibliothèque secrète, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Il avait retiré sa veste et desserré sa cravate. Ses cheveux étaient en désordre. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle le vit vraiment vulnérable. « Tu es venu écrire ?» demanda-t-il, sa voix légèrement pâteuse. « Non, » répondit-elle en entrant et en fermant la porte derrière elle. « Je suis venu te demander quelque chose. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Moi, Léa Moreau, avec tout ce que je suis, tous mes défauts, toutes mes blessures. Ou est-ce que tu aimes juste l'idée de moi, la possibilité de recommencer ton histoire avec Laura ?» Adrien resta silencieux longtemps, si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il parla,
et sa voix était d'une honnêteté brutale. Je ne sais pas. Je ne sais plus faire la différence entre aimer quelqu'un et aimer l'histoire que je construis autour de cette personne. C'est ma malédiction, Léa. Tout est narration pour moi. Tout devient fiction. Il but une gorgée directement à la bouteille. Mais je sais une chose. Avec toi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir la différence. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec Laura. Léa s'assit par terre à côté de lui prit la bouteille et but à son tour. Le whisky brûlait sa gorge, mais c'était une douleur bienvenue, quelque chose de concret dans toute cette abstraction. « Je vais écrire la fin, dit-elle finalement, mais à mes conditions. Tu ne liras pas ce que j'écris avant que ce soit terminé. Tu ne feras aucun commentaire, aucune suggestion. C'est mon histoire à moi. » « D'accord, acquiesça-t-il. Et après, quand ce sera écrit, tu me laisseras décider si je reste ou si je pars. Sans manipulation, sans jeu psychologique. D'accord. Et tu publieras ce que j'ai écrit, exactement comme je l'aurais écrit, même si ça te détruit, même si ça révèle toutes tes faiblesses. Il tourna la tête vers elle, et dans ses yeux gris, elle vit quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tu es forte, Léa, tellement plus forte que tu ne le crois. »« Non, répondit-elle, je suis terrifiée, mais j'en ai assez de fuir. » Il tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Ils restèrent ainsi longtemps, assis par terre dans le bureau sombre, partageant une bouteille de whisky et un silence qui en disait plus que tous les mots du monde. Le lendemain, Léa demanda une semaine de congé. Adrien accepta sans poser de questions. Elle prit le train pour Annecy, sa ville natale qu'elle avait fui des années auparavant. Elle devait retourner aux origines, comprendre qui elle avait été avant de devenir celle qu'elle était maintenant. Elle marcha dans les rues de son adolescence, passa devant son ancien lycée, s'assit au bord du lac et regarda les montagnes. C'est là, sur un banc, face à l'eau glacée, qu'elle commença à écrire. Pas le dernier chapitre du manuscrit d'Adrien, mais d'abord sa propre histoire. Son enfance difficile, son mariage violent, sa fuite, ses peurs, tous les morceaux d'elle-même qu'elle avait essayé d'oublier. Elle écrivit pendant 3 jours, noircissant des pages et des pages dans un carnet qu'elle avait acheté dans une papeterie du centre-ville. Et c'est seulement après avoir écrit sa propre histoire qu'elle se sentit prête à écrire la fin de celle d'Adrien. Elle retourna à Lyon, entra dans le bureau un dimanche matin quand elle savait que les éditions Delvaux seraient désertes. Le manuscrit était toujours là, sur la table d'Adrien ouvert aux pages vierges du dernier chapitre. Elle s'assit, sortit le stylo plume qu'il lui avait donné et commença à écrire. Le dernier chapitre ne se termine pas par une fin. Il se termine par un choix. La femme dans cette histoire, appelons-la Léa pour simplifier, car les noms n'ont finalement que l'importance qu'on leur donne, découvre quelque chose que ni Laura avant elle, ni Adrien dans son obsession, n'avaient compris. Une histoire n'appartient jamais à celui qui l'écrit, elle appartient à celui qui la vit. Et parfois, la plus grande rébellion n'est pas de fuir l'histoire, mais de la réécrire complètement. Léa ne quitta pas Adrien, mais elle ne resta pas non plus la femme qu'il avait imaginée. Elle imposa ses propres règles, ses propres limites, sa propre vision de ce qu'ils pouvaient être ensemble. Elle refusa d'être Laura. Elle refusa aussi d'être l'anti-Laura. Elle choisit simplement d'être Léa, avec toutes ses contradictions, ses forces et ses faiblesses. Adrien dut apprendre à aimer une femme réelle, pas un personnage. Ce fut difficile, parfois douloureux. Il y eut des disputes, des moments où Léa faillit partir, des nuits où Adrien se réveilla terrorisé à l'idée de la perdre. Mais il y eut aussi des moments de grâce, des instants où ils réussissaient à être simplement 2 êtres humains, essayant de se comprendre au-delà de toutes les histoires qui les avaient construits. Damien, lui, finit par accepter que Léa avait fait son choix. Il resta à Lyon, continua à travailler aux éditions Delvaux et devint étrangement l'ami d'Adrien, comme si comprendre qu'ils avaient tous deux aimé des versions différentes de la même femme les avait unis dans une fraternité mélancolique. Quant au manuscrit, une fois le dernier chapitre terminé, Léa fit quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Elle le publia sous son propre nom, pas sous celui d'Adrien. Elle en fit son premier roman. Un roman sur une femme qui refuse d'être écrite par quelqu'un d'autre. Les critiques furent divisées. Certains parlèrent d'un chef-d'œuvre de métafiction, d'autres d'un règlement de conte narcissique. Mais Léa s'en fichait. Elle avait écrit sa vérité. C'était suffisant. L'histoire de Laura ne se terminait donc pas par la mort. Elle se terminait par la transformation, par la compréhension que les histoires les plus puissantes sont celles où les personnages refusent de jouer leur rôle
et choisissent d'écrire les leurs propres. Même si cela signifie rester dans la même histoire, mais en changeant complètement les règles. Est-ce une fin heureuse? Cela dépend de ce qu'on appelle le bonheur. Léa et Adrien restèrent ensemble, mais leur relation fut toujours complexe, toujours au bord de quelque chose de dangereux. Ils s'aimèrent et se blessèrent, se réparèrent et se transformèrent mutuellement. Ils n'eurent jamais d'enfants, par choix. Ils ne se marièrent jamais, par choix également. Ils vécurent dans un équilibre précaire entre passion et raison, entre contrôle et abandon. Et parfois, la nuit, quand Léa ne dormait pas, elle se demandait si elle avait vraiment échappé au piège ou si elle l'avait simplement transformé en quelque chose de vivable. Mais elle avait appris à vivre avec l'incertitude. C'était peut-être ça, finalement, la vraie liberté. Ne pas savoir, mais choisir quand même. Léa posa le stylo. Ses mains tremblaient légèrement. Elle relut ce qu'elle avait écrit, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit en paix. Ce n'était pas la fin qu'Adrien avait imaginée. Ce n'était pas non plus celle que Damien aurait souhaitée, mais c'était la sienne. Elle entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna et vit Adrien debout dans l'encadrement de la porte. Il portait un jean et un pull simple, les cheveux encore humides comme s'il sortait de la douche. Il avait l'air jeune soudain, presque vulnérable. « Tu es venu ?» dit-il simplement. « J'ai écrit » répondit-elle en fermant le manuscrit. Il s'approcha lentement comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il bougeait trop vite. « Je peux lire ?»« Pas maintenant. Quand tu seras prêt à lire sans juger, quand tu seras prêt à accepter que je ne suis pas celle que tu attendais. » Il hocha la tête et elle vit des larmes briller dans ses yeux gris. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ce que tu as écrit, » admit-il. « Je ne sais pas si je peux changer. »« Je ne te demande pas de changer complètement, » dit Léa en se levant et en s'approchant de lui. « Je te demande juste d'essayer de me voir vraiment. Pas comme un personnage, pas comme Laura, juste moi. » Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné et dangereux de leur première fois, c'était quelque chose de plus doux, de plus triste aussi, comme un adieu à toutes les histoires qu'ils auraient pu vivre et un bonjour à celles qu'ils allaient peut-être construire ensemble. Quand ils se séparèrent, Adrien prit le manuscrit et le rangea soigneusement dans un tiroir fermé à clé. « Je le lirai quand tu me diras que je peux, » promit-il. « En attendant, est-ce que tu peux me dire une chose? Est-ce que, dans ta fin, nous sommes ensemble ?» Léa sourit, un sourire énigmatique qui ne révélait rien. « Lis-le quand tu seras prêt, tu verras. » Les mois qui suivirent furent une réinvention. Léa continua à travailler l'OTU, édition Delvaux, mais elle négocia un nouveau contrat qui lui donnait plus de liberté, plus de pouvoir. Elle commença à travailler sur ses propres projets éditoriaux, découvrant de nouveaux auteurs, créant une collection dédiée aux voix féminines contemporaines. Adrien la laissa faire, apprenant lentement à lâcher prise, à ne pas tout contrôler. Leur relation devint plus équilibrée, même si elle restait intense. Il y eut des disputes, des moments où les vieux démons d'Adrien refaisaient surface, où il essayait inconsciemment de la façonner encore. Mais Léa avait appris à poser des limites, à dire non, à partir quand c'était nécessaire et à revenir quand elle le choisissait. Damien devint leur confident à tous les deux, un pont entre leurs deux mondes. Il organisait des dîners où ils parlaient de littérature et de la vie, où ils essayaient de comprendre ce qui les avait tous amenés dans cette histoire étrange et torturée. Un soir de juin, presque un an après que Léa eut écrit le dernier chapitre, Adrien lui annonça qu'il était prêt à lire. Ils étaient dans son appartement à elle, sur le balcon regardant le soleil se coucher sur Lyon. Elle lui tendit le manuscrit sans un mot. Il l'ouvrit aux dernières pages et commença à lire. Léa le regarda pendant qu'il lisait, essayant de déchiffrer ses expressions. Elle le vit sourire, froncer les sourcils, hocher la tête et finalement fermer le manuscrit avec un soupir profond. Il resta silencieux longtemps, les yeux perdus sur l'horizon. « Alors ?» demanda finalement Léa, incapable de supporter le silence plus longtemps. Il se tourna vers elle, et elle fut surprise de voir des larmes couler sur ses joues. « C'est parfait », dit-il d'une voix étranglée. « C'est exactement ce que cette histoire devait être. Une libération. Pas une fin, mais un commencement. Tu n'es pas déçu que je ne sois pas parti, que je ne t'ai pas détruit dans l'écriture? Au contraire. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu m'as offert quelque chose de plus précieux que la destruction. Tu m'as offert la possibilité de changer, de devenir quelqu'un de meilleur. » Il l'attira contre lui. « Je t'aime, Léa, pas l'idée de toi. Pas la version de toi que j'avais imaginée. Toi, vraiment toi, avec toutes tes aspérités, toutes tes contradictions. Je t'aime aussi, murmura-t-elle contre son torse.
Mais je ne te laisserai jamais m'écrire à nouveau. Je suis la seule auteure de ma vie. Je sais, répondit-il en déposant un baiser sur ses cheveux. Et c'est exactement pour ça que je t'aime. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sur le balcon, tandis que la nuit tombait sur Lyon. Dans le ciel, les premières étoiles apparaissaient, et Léa pensa que c'était peut-être ça, finalement le bonheur. Pas une fin écrite d'avance, pas une histoire parfaite, mais un choix renouvelé chaque jour de rester, de construire, de transformer ensemble ce qui aurait pu être une tragédie en quelque chose de vivant et de réel. Le manuscrit fut finalement publié sous le titre « La femme qui refuse d'être écrite », signé par Léa Moreau. Il devint un succès critique et public, lançant la carrière littéraire de Léa. Les lecteurs étaient divisés sur la fin, certains la trouvant trop ambiguë, d'autres y voyant une subversion brillante des codes de la romance traditionnelle. Mais Léa savait que la vraie fin n'était pas dans le livre. Elle était dans chaque jour qu'elle choisissait de vivre pleinement, en refusant d'être définie par son passé ou par les attentes de quiconque. Elle était dans chaque moment où elle se regardait dans le miroir et reconnaissait la femme qui la regardait en retour. Laura avait choisi de tomber. Léa, elle, avait choisi de voler. Et dans une histoire où l'amour s'écrivait avec l'encre de la douleur et de la transformation, c'était peut-être la seule fin possible, ni heureuse ni tragique, simplement humaine. Des années plus tard, quand on demanda à Léa si elle regrettait d'être restée avec Adrien, malgré tout ce qui s'était passé, elle répondit avec ce sourire énigmatique qui était devenu sa marque de fabrique. Le regret implique qu'il y avait un bon choix et un mauvais choix. Mais la vie n'est pas aussi simple. J'ai fait un choix complexe, nuancé, imparfait. Et c'est ça qui fait de moi un être humain et non un personnage. Et quelque part, dans une dimension où les histoires non écrites attendent leur heure, Laura souriait enfin, libérée du poids d'être le brouillon de quelqu'un d'autre, sachant que Léa avait réussi là où elle avait échoué, non pas à s'échapper de l'histoire, mais à la réécrire entièrement selon ses propres termes. Parce qu'au final, dans toute histoire de dark romance, où passion et danger se mêlent, la vraie victoire n'est pas de trouver le bonheur parfait, c'est de choisir consciemment son propre chemin, même si ce chemin est tortueux, même s'il mène vers l'inconnu. Et c'est exactement ce que fit Léa Moreau. Elle écrivit sa propre fin. Et en le faisant, elle devint enfin libre.